Bonjour Laurent et Nazim, Oh, vous allez bien? Vous m'entendez bien? ah ouais, je t'entends bien. Oh, pour ma part, du moins. Ouais. Hop, je vais admettre les autres personnes. Hugo et Philippe nous rejoignent. Bonjour Hugo. Philippe nous rejoint aussi. Et après, c'est aussi Hugo. Ah voilà. Comment allez-vous? Laurent, je te laisse. Je te vois. Bonsoir, oui, bah oui, le son est. J'ai replacé le son là, parce que je ne l'avais pas. Ça va très bien, merci. Merci beaucoup. Ah, Anthony est arrivé, parfait. On est au complet. Hop. Alors, Anthony va nous rejoindre. J'espère que vous allez tous bien. Je crois que vous avez déjà tous venu, à part Laurent, à une première session déjà pour un atelier optimisation de portefeuille. Donc, on se connaît déjà à peu près tous. Alors, Laurent, d'habitude, on se présente. Peut-être que toi, du coup, je te laisse te présenter rapidement, si, en quelques minutes, pour savoir quels sont tes objectifs en bourse. Pour te présenter quelques minutes, on se connaît déjà tous ici. Ok, ça va. Ben voilà, j'habite à Tournai, près de Lille, à 30 km de Lille. Je suis co-investir depuis déjà quelques mois. Ouais. Ça avait commencé avec la présentation des trackers sur le pétrole. Ouais. C'est ça qui m'avait accroché sur le projet. Et sinon, j'ai suivi le replay de la capture de la semaine passée. Donc, je me rappelle aussi du public et j'ai peut-être un profil un peu différent. J'ai 50 ans et mon objectif, en fait, c'est d'avoir un capital en bourse, action ETF et d'essayer d'avoir non pas le rendement, mais quelque chose qui performe très correctement pour faire fructifier le capital, le petit capital que j'ai de côté. Alors, j'ai été fort intéressé par une intervention lors de la vidéo de la semaine passée sur une Ouais. personne qui est peut-être ici d'ailleurs, qui posait la question de la gestion d'actifs, donc d'avoir en portefeuille de bonnes actions qui gardent un certain potentiel et lorsqu'elles montent, je dirais, parfois arbitrer vers d'autres positions prometteuses également, mais qui sont peut-être meilleurs marchés. Ça, c'est quelque chose qui m'avait Ouais. euh, fort intéressé lors d'une intervention sur la vidéo précédente. Et voilà, Ok. quelque chose qui m'intéresserait bien, entre autres. Ok. Merci, c'est très clair. Justement, on va en parler. Et on va aussi parler d'ETF, parce que Nazim, justement, ça complète assez bien l'atelier qu'on a fait la semaine dernière, parce qu'on a parlé d'approche et de portefeuille corps satellite. Et donc, Mhm. je pense que Nazim, ton portefeuille est un très bon exemple d'approche corps satellite. Parfait. Peut-être un peu abusé sur les ETF. Non, parce que tu as des ETF thématiques. On va en parler ensemble. Euh, Bien. Rudy, Hugo, Anthony et Philippe, je sais que vous étiez déjà venus, vous nous entendez bien? Ça vous, Oui, Ouais, salut à tous, moi je vous entends bien. Oui, parfait. Moi aussi, salut à tous. Parfait. Bon, enchanté. Philippe va se reconnecter, un petit problème de connexion. Je vous propose, comme d'habitude, qu'on parle du portefeuille donc, de la journée, donc je suis Nazim, de comment l'optimiser. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions pendant cet exemple concret. Et par la suite, si vous avez d'autres questions, je sais que Laurent, on avait quelques questions par mail. Donc après, si tu as des questions, n'hésite pas, on pourra en parler ensemble. Alors, je vous propose de commencer justement en partageant. Donc, Nazim, tu me permets de partager le portefeuille que tu m'as envoyé pour que tout le monde puisse le voir. Oui, bien sûr, aucun souci. Ouais. Euh, Vous voyez mon écran maintenant avec le portefeuille donc, que Nazim m'a envoyé hier. Euh, et comme je le disais, qui est un très bon exemple d'approche corps satellite. Et on va en parler ensemble. Vous le savez, quand
déjà, je me dois de te le dire, Nazim, hein, comme à chaque fois, tu le sais, ce que je vais te dire, ce n'est pas une recommandation. Je ne suis pas conseiller financier, donc tu es seul à prendre tes décisions et à tes responsabilités. Et donc, il s'agit de ce que je ferai à titre personnel. Mais voilà, je pense qu'on est d'accord sur ça. On est d'accord, pas de souci. Parfait. Donc, comme on l'a vu la semaine dernière, la partie optimisation de portefeuille. Ah, Philippe est revenu. La partie optimisation, donc vous voyez toujours mon PowerPoint, hein? Mhm. Parfait. Ouais, c'est bon. Ça commence toujours la première étape, donc de savoir connaître ses objectifs de performance et son profil de risque. Ça, on l'a vu en détail la semaine dernière. Et après, donc, on va aller chercher les sources de performance. Donc, tout d'abord, la première, vous la connaissez, c'est l'allocation d'actifs. C'est par là qu'il faut commencer. Et donc, en parlant d'allocation d'actifs, on a vu la semaine dernière cet intérêt d'avoir une approche corps satellite avec le corps, avec des ETF qui vont permettre d'atteindre les objectifs et des satellites qui vont permettre de booster la performance. Donc là, sur la partie corps satellite, le corps, sur le portefeuille de Nazim, il est identifié avec notamment la partie Van Eck Vectors Morningstar Wide Mode, qui est un ETF dont on parle dans la masterclass, que je recommande parce que c'est un ETF qui investit, qui copie qui copie un indice Morningstar Wide Mode, qui est un indice créé par les analystes de Morningstar, dans lesquels ils ont créé une méthodologie permettant d'investir sur les entreprises avec un moat. Donc un moat, je pense que vous êtes tous familiers avec la toolbox, c'est des entreprises avec un avantage concurrentiel durable. Donc ils ont créé un ETF investissant sur cette méthodologie. Et donc c'est un ETF dont on parle dans la masterclass. Pourquoi? Parce que depuis 11 ans maintenant, 12 ans depuis sa création, il surperforme le S&P aux États-Unis de 2% par an, voire plus. En moyenne, je crois que c'est la dernière fois que j'ai regardé, c'était 2% par an depuis 12 ans. Depuis le début d'année, par exemple, il a plus 16%, alors que le S&P est à plus 11%. Donc, moi, c'est un thème que je détiens aussi, parce que justement, en fait, il permet d'investir sur la même catégorie, donc le S&P, mais sur des entreprises avec un avantage concurrentiel, un moat, dont on vient de parler. Et donc, ça fait partie du corps donc du portefeuille. Et après, il y a tout ce qui est le Russell notamment, donc, qui investit sur les entreprises donc, du Russell, donc l'indice des 2000 plus grandes capitalisations boursières aux États-Unis. On peut aussi mettre le SCI 300, qui est l'indice qui investit sur les 300 plus grandes capitalisations boursières en Chine. Et le reste, finalement, on peut considérer que ça va être des satellites. Pourquoi? Parce que ça va être sur des thématiques assez particulières. Parce que Taïwan, c'est vraiment une exposition, par exemple. Là, c'est sur l'économie taïwanaise qui est beaucoup exposée aux semi-conducteurs. Donc, je pense que c'est pour ça que Nazim, tu voulais avoir cette exposition. Tout ce qui est Global Clean Energy aussi. Donc, sur de l'énergie verte, tout ce qui est l'environnement durable. L'ETF ARC, que vous devez connaître aussi sur les voitures autonomes, les robots. ETF, un autre sur tout ce qui est robotique. Et aussi, donc Nordique, là aussi, un satellite, c'est vraiment là encore une fois, sur une zone géographique spécifique. Donc dans les pays nordiques, je le connais un peu moins, celui-ci, Nazim. C'est tous les pays nordiques du nord de l'Europe? Ouais, normalement, c'est Suède, Norvège, Danemark. Les trois, ok, Les d'accord. trois, ouais. Donc là aussi, c'est vraiment spécifique. Et le CrunchShares China, qui investit uniquement sur les entreprises tech chinoises, donc avec des grosses pondérations sur Alibaba, Tencent, etc. Donc ceux-là font vraiment partie plus quand on doit penser à ceci, à une thématique, et donc plus à un satellite, on va parier sur une thématique, une évolution particulière. Et en plus, bien sûr, il y a la partie action, qui va là aussi représenter des satellites pour booster la performance, avec donc la liste que vous voyez, Samsung, Nintendo, MDC Holdings, Safran, Microsoft, Alibaba, Volvo et Merck. Est-ce que je peux me permettre Déjà, ouais. Alors, là, effectivement, là, c'est un portefeuille, donc j'imagine, qui est en compte titre, étant donné qu'il y a de l'action US, enfin, il transjette vu également les ETF qui sont là dans le portif. Ouais. Donc, j'ai deux questions. Alors, la première, déjà, je vois qu'il y a de l'ETF ARC, donc déjà, c'est comment est-ce qu'on y a accès? Parce que techniquement, je crois qu'en tout cas, nous, en France, on n'y a pas accès. Et puis également, je vois qu'il y a quand même pas mal d'ETF, donc quid
des frais sur le fait d'avoir plusieurs ETF. Et en gros, peut-être avoir une idée de quel est le capital investi là, sur cette répartition, pour avoir une idée, étant donné qu'il y a pas mal de lignes. Nazim, du coup, je pense que les questions sont plus pour toi. Je n'ai pas tous les éléments de réponse. Je sais que pour Arc, notamment, Les frais sont élevés, c'est du 0,7%, il me semble. 0,6 et quelques, ou 0,7. Après, bon, moi là, je suis chez Saxo Bank. Bon, pour les ETF ARC, j'ai aucun problème. Ils sont tous répertoriés. Donc, chez Saxo Bank, on peut investir normalement. Bon, après, là, sur ce portefeuille, bon, en termes de capital, je suis à peu près à environ 40 000 euros D'accord. pour pouvoir répartir sur l'ensemble des lignes. Ok. Et en termes de frais de gestion, les ETF, je sais que je ne les connais pas tous, les frais de gestion, mais le Il y a le CrunchShare qui est cher. Je crois que c'est à 0,6 et ouais. quelques. Ouais, parce que c'est les marchés chinois, donc c'est normal. Ouais, c'est toujours élevé. Le Russell 2000 n'est pas trop cher, il me semble que c'est à 0,2 ou 0,3. Mhm. L'ETF nordique, pareil, il n'est pas très cher. Taïwan, j'ai pas vérifié, j'ai oublié. Ouais. iShare Global Energy aussi. Il me semble qu'il n'est pas trop cher, enfin, il est moins cher que l'ETF CrunchShare ou l'ETF ARC. Mais... Ok. Le Arc, il a 0,5, 0,7, hein, c'est ça? Non, le ARC, c'est 0,6 minimum, mais je crois que c'est plus 0,7. Parce qu'en fait, c'est un ETF actif. En fait, Actif, ouais. les positions peuvent changer du jour au lendemain. C'est Donc, quasiment un fonds de gestion, presque, on va dire. donc en termes de frais, là, sur les ETF, en gros, chaque ETF va être entre 0,2 et 0,7 à peu près de frais, c'est ça? Voilà. En sachant que, enfin, si je dis pas bêtise, bon, 0,2, ça va. Je sais pas où est la limite où on commence à considérer que c'est cher. Je crois que c'est à 0,5, 0,6. Enfin, Alex soit. Ouais, après, ça dépend vraiment aussi de la classe d'actifs et du pays. Par exemple, en Chine, les frais de transaction sont parfois un peu plus élevés, donc ça ne m'étonne pas que ce soit 0,5, 0,7 pour le China CrunchShares. Après, par exemple, tout ce qui est obligataire, parfois il y a des frais un peu plus importants, parce que là aussi, il y a des frais de frottement. Mais de manière générale, il y a même le moins cher, je crois qu'il est à 0,09%. Et c'est l'un des plus gros ETF sur le S&P américain. Donc ça, c'est vraiment le moins cher qui existe. Et sinon, voilà, c'est variable entre 0,09 et 0,7%, voire un petit peu plus pour certains. Et on a le Valin qui n'est pas cher. Je crois que il est à 0,28. Ouais. Et vu les performances, ça reste un assez bon prix par rapport à la Et, performance de l'ETF de manière générale, sur les dernières années en tout cas. et donc là, donc avec ces frais-là, je vois que vu que les positions, enfin les ETF sont basés sur plusieurs pays, est-ce que les frais s'appliquent dans différentes devises? Ouais. Bon, là, je crois que c'est l'ensemble des ETF, ils sont libellés en dollars. Donc, bon, enfin, moi, chez Saxo, j'ai toujours des frais de conversion qui sont assez élevés d'ailleurs. Ouais. Ouais. Mais bon, après, comment dire, vu les performances qu'on peut attendre, c'est après la personne, est-ce qu'elle est prête à se dire, bon, tant pis, je vais payer un petit peu plus cher, mais en espérant des rendements à l'avenir. Après, rien n'est sûr, ça c'est clair, mais ouais, après, il y a des frais quand même qui sont, surtout chez Saxo Bank, les frais sont assez élevés. Ouais, donc en gros, si tu prends les frais des ETF, les frais de courtage chaque Bank, et puis après aussi éventuellement l'imposition, il faut être sûr d'avoir des bonnes performances pour arriver à couvrir tous ces frais-là et se dégager une marge supplémentaire de performance. Ah, ça c'est clair. Après, c'est un risque à prendre, Oui, comme bien tout sûr. investissement. Ok, Faut être super. prêt, Nazim faut n'est être pas en prêt à France, prendre donc de il risques. n'a pas de PEA. Donc, c'est pour ça que c'est un compte titre. Je ne connais pas la législation exactement, Nazim, mais je pense que le compte titre, c'est la meilleure enveloppe pour toi. C'est surtout la seule enveloppe. Ah, bon. Voilà. Ok. Bon, après, le petit avantage qu'on a ici, c'est qu'on ne paye pas les charges sociales. Du Oui. coup, ouais. Est-ce que je peux te permettre de te demander dans quel pays tu es? Ah, en Algérie. Ok. Donc ça, c'est spécial. Ok. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions pour l'instant? Hugo, ça répond à tes questions. Ouais, merci beaucoup. Ouais.
Du coup, sur la partie allocation, on a fait déjà un rapide tour d'horizon. Deux éléments que je pense. Le premier, c'est tout ce qui est alternatif. Donc, que ce soit de l'or ou du Bitcoin, est-ce que c'est des choses que tu détiens sur d'autres portefeuilles, Mm. d'autres comptes? Non, non, là pour le moment, mon allocation est 100% sur les actions. Ok. J'avais pensé à prendre de la crypto, mais justement, je voulais te demander ton avis sur des ETF crypto, Je ne me suis pas surtout renseigné sur les Bitcoin ETF. et Ethereum. Je sais qu'il y a beaucoup d'effervescence sur les ETF crypto. Je ne me suis pas renseigné. Moi, je les détiens en direct. Donc, ce serait un élément de recherche intéressant. Mais en tout cas, je pense que Philippe peut rentrer. C'est de plus en plus intéressant et important de rentrer ce type d'actifs au fur et à mesure dans son portefeuille. On avait déjà parlé les fois précédentes. Bien sûr, il y a la question du quand, mais dans un environnement où les crypto-monnaies ont de plus en plus de place en termes de monnaie de transaction, on parle de Visa, on parle de PayPal qui vont les accepter dans les mois à venir. C'est un actif qui, ne serait-ce qu'à mettre entre 2 et 5% dans un portefeuille, peut se renchérir fortement à moyen long terme. Donc ça, c'est sur la première partie. La partie or aussi, qui a la même caractéristique, in fine, de pouvoir aussi protéger contre l'inflation. Et donc là, un ETF or est largement suffisant sans forcément avoir besoin d'en acheter en direct, mais va permettre dans des années de performance difficiles d'avoir un effet contracyclique et donc d'améliorer la performance du portefeuille et la résilience du portefeuille à la baisse. Et donc la partie placement atypique, souvent elle est recommandée d'avoir entre 5 et 10% de son portefeuille total sur ce type d'actifs, pour te donner un ordre d'idée. D'accord. Et il y a l'autre partie, le deuxième. Tu as une question par rapport à celle-ci? Non, pour le moment, ça va. Et l'autre partie, là encore une fois, en termes de classe d'actifs, et notamment d'autres actifs qui ont une corrélation faible, voire négative, c'est les obligations. On a parlé aussi la dernière fois. Après, toi, tu as un profil, je connais, qui est assez averse au risque et tu es jeune, donc tu peux te permettre d'avoir une exposition beaucoup plus importante aux actions. Mais il faut avoir en tête peut-être de rentrer au fur et à mesure ou dans des années où le marché action est cher, à peut-être vendre une partie, en tout cas dans la partie core, notamment du Van Eck Morningstar ou du Russell 2000 par exemple, pour aller sur une partie obligataire qui, en cas de crack comme l'année dernière, font des années à plus 7 ou plus 8%. Donc, pour permettre de lisser la performance sur longue période. D'accord. Et pour les obligations, enfin, tu conseillerais plus un achat en direct ou un ETF ou... Il y a des ETF qui font ça très bien et ça sera beaucoup plus rapide. Il vaut mieux se concentrer sur la sélection d'actions que sur la sélection d'obligations. Ouais, c'est un peu compliqué, il me semble. Oui, je te confirme. Très bien. Donc voilà pour la partie allocation. Et donc maintenant, on peut parler de la partie donc, sélection des actifs. Sur la partie ETF, les actifs que tu détiens, je te félicite sur les choix que tu as faits. Je pense que le Morningstar, il fait vraiment sens dans un portefeuille. Moi aussi, j'en détiens et sur le long terme, c'est une très bonne performance. Et les thématiques même que tu vas chercher pour booster ta performance, que ce soit sur la tech, du robotique, la tech chinoise par exemple, même du semi qui a très bien marché récemment, ça fait du sens et c'est dans des tailles qui sont convenables entre 2,5 et 7,5%. Donc en termes de poids et en termes de sélection, c'est vraiment, moi je trouve que c'est un très bon choix d'un point de vue ETF et d'un point de vue action. Alors je vais partager mon écran. Donc, comme tu le sais, sur la Toolbox, on a la partie justement optimisation de portefeuille. Donc, on n'a pas toutes les actions. Finalement, vous pouvez voir mon écran. Forcément. J'ai pas toutes les actions, notamment asiatiques, on les a pas encore. Ap- Nintendo. Après, si tu veux, pour Volvo,
je pense que tu peux ajouter PACCAR parce que c'est vraiment des entreprises qui ont des profils très similaires. D'accord. Euh, Elle est cotée où? Au Nasdaq, il me semble. C'est leur concurrent direct en fait sur les poids lourds. Je crois que c'est 2C en fait. D'accord. Voilà. Ok. Ok. J'ai pas mis le poids, mais on va la regarder après. Tiens. Mais déjà, du coup, d'un point de vue sélection de titres, ce qu'on peut voir, c'est qu'en remplissant le portefeuille, sur la partie action uniquement, donc là, ça recalcule. Dans la diversification géographique, ici, en prenant que les actions, je pense qu'elle ne fait pas vraiment sens. Parce que la partie ETF qui est vraiment diversifiée, parce que tu as du nordique, de la Chine, de l'américain et du chinois, enfin, je viens de le dire, de la Chine, donc c'est vraiment déjà diversifié. Et d'un point de vue sectoriel, c'est diversifié aussi, et ça l'est aussi dans la poche action, parce que tu as du Merck qui est sur du healthcare, du consumer cyclique, de l'industriel et de la technologie. Donc là aussi, on a une diversification sectorielle qui est bien faite dans le portefeuille. Et au-delà de ça, quand on parle du coup du stock picking, du choix des actions, bah, tu vois, le score est de 7,5 sur le portefeuille, donc c'est un score qui est plutôt élevé. Et finalement, tu vois, Packard, c'était la seule qui n'était pas, mais les autres actions que tu détiens, dans les cibles à la vente, dans l'optimisation de portefeuille, Packard, tu ne la détiens pas, mais il n'y a aucune des actions que tu détiens qui est comme une idée de vente actuellement, parce que les notes de ces entreprises sont bonnes. Donc, ça veut dire que le choix que tu as pu faire de ces titres sont déjà intelligents. Ça m'étonne parce que tu as fait la masterclass, donc tu as pu sélectionner les bonnes actions que tu t'y tiens actuellement. Donc, Microsoft notamment, Safran, Merck, MDC Holdings et les autres. Donc, Alibaba, Volvo, Nintendo et Samsung. Je ne sais pas si tu avais des questions sur des titres en particulier, Nazim. Sinon, vas-y, Euh, Pas vraiment. pas Euh, particulièrement. Peut-être pour Volvo, parce que enfin, moi je suis parti de l'idée que vraiment leur- le marché du poids lourd, enfin, c'est quelque chose enfin, pour je pense Ouais. pas qu'on aura des taux de croissance très élevés, mais du coup, est-ce que ça fait tout intéressant quand même d'investir sur le marché du poids lourd en se Mhm. disant que de toute façon, c'est quelque chose dont on aura sûrement besoin sur les 10-20 prochaines années. Ouais. Pourquoi tu l'avais acheté? Enfin, tu l'as acheté récemment, Volvo, peut-être? C'était sur Alors non, j'ai pas toutes les positions. Enfin, Ok, comme à cause, enfin, comme je dois bloquer un peu mon argent pour le moment, d'accord. en vue de l'investissement immobilier hypothétique. Donc, Ouais. là, en fait, dans les faits, j'ai quasiment qu'un quart des positions. Là, c'est vraiment mon portefeuille cible. C'est-à-dire, si vraiment demain je Ok. peux Tout de suite, débloquer tout mon argent, c'est les positions que je prendrai, quoi. ok. Euh, Donc Volvo, par exemple, je l'ai pas encore acheté, mais c'est je une te pose la intention question. d'achat en tout cas. Ok. Ok. Du coup, sur cette partie, donc là, sur la partie sélection de titres, euh, euh, comme on l'a vu en fait dans la masterclass, ce qu'il faut quand on cherche une action, on l'a vu, c'est ces 5 éléments. Euh, comme vous le savez, donc, il faut un management, une marge de sécurité, un avantage concurrentiel durable, une tendance boursière positive et une méga tendance. Et finalement, dans ces 5 éléments, il y en a 3 qui sont calculables assez facilement, qui sont le management, parce qu'on peut avoir une idée assez facilement, la méga tendance, une entreprise dans une méga tendance parce qu'on connaît ses produits et services, son taux de croissance, donc ça c'est assez rapide, et le momentum aussi, en suivant des indicateurs. Il y a 2 éléments sur lesquels on s'est concentré dans la masterclass et on a eu 2 ateliers spécifiques sur chacun. Ça va être le mot, l'avantage concurrentiel, et le second, ça va être la marge de sécurité, le prix d'une action. Et pourquoi on se concentre sur ces 2-là? Parce que c'est des éléments qui sont plus complexes à calculer et qui apportent le plus de valeur finalement sur le long terme. Et donc, ce que j'aime bien dans ton portefeuille, c'est que finalement, presque toutes les entreprises que tu détiens, elles ont un avantage concurrentiel durable, que ce soit Microsoft. Hop,
tape Microsoft. Qui ressort très bien sur une scorecard de Buffett ou la scorecard de Piotrowski, qui ont indiqué une entreprise qui a un fort niveau de rentabilité, un niveau de profitabilité aussi qui est important, un niveau de dette qui est plus faible. Sur Safran, on l'a pu le voir aussi, c'est une entreprise qui a un avantage concurrentiel qui est lié à ses produits et services, notamment la technologie sur ses moteurs. Merck est aussi lié à ses médicaments. Donc en fait, on crée une liste finalement d'entreprises qui ont un avantage concurrentiel durable et qui va lui permettre de surperformer sur le long terme. Donc ça, c'est le premier élément. Et c'est déjà la liste que tu as plus ou moins dans ton portefeuille. Et le deuxième élément, c'est de savoir quand les acheter. Et donc là, la partie importante, c'est de faire cette partie valorisation pour savoir si effectivement c'est une entreprise qui a un avantage concurrentiel durable mais qui est trop cher. Il vaut mieux attendre avant de l'acheter. Et donc, avec ce prisme, ben justement, il y a des éléments dans ton portefeuille, notamment, petite position. Safran, par exemple, c'est une entreprise, comme tu sais, que moi j'adore, mais quand on regarde en détail, et ben justement, aujourd'hui, elle est un petit peu chère d'un point de vue valorisation. Donc, elle a effectivement un avantage concurrentiel. Donc, c'est une très belle entreprise. On est sûr de sa croissance. Mais aujourd'hui, elle est un peu chère. Et donc, il serait peut-être intéressant. En fait, il y a plusieurs éléments quand on a une action en portefeuille et qu'on se demande s'il faut la vendre. Il y a une chose qu'il ne faut jamais faire, c'est regarder son point d'entrée. Parce que regarder son point d'entrée, c'est le meilleur moyen d'exercer ces biais psychologiques où on va l'exercer. Le biais le plus commun, finalement, c'est de vendre ses profits et de garder ses pertes. C'est le biais de 80% des investisseurs particuliers. Et donc, pour éviter cette chose, il faut se créer des règles. Et notamment, on l'a vu ensemble, c'est de créer des objectifs de prix en faisant une valorisation d'entreprise. Donc, c'est quelque chose qu'on avait fait sur Safran. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà mis en place sur les autres entreprises que tu suis, que ce soit Microsoft, Samsung, tu l'avais fait aussi ou... Non, pas vraiment. Enfin, je rentre un petit peu au pif, on va dire. Ok. Donc, je regarde un peu les valorisations, mais il y a des fois où j'attends tellement que le prix baisse et tout, enfin, que la valorisation soit plus intéressante. À un moment, je craque et du coup, j'achète. Et généralement, ça se passe un petit peu mal après, parce que je rentre au mauvais moment. Ce qui s'est passé notamment pour Alibaba et Nintendo, entre autres. Ok. Voilà. Tu avais déjà fait une petite valorisation initiale avant de les acheter, Nintendo ou Alibaba? Ouais, Nintendo, elle était pas chère. Quand je l'avais acheté, je crois qu'elle avait un PER de 16%, de D'accord. 16, pardon. Par rapport au marché du jeu vidéo, je crois qu'on est on doit être à un minimum à 25, 30. D'accord. Mais enfin, malgré ça, le prix a pas mal baissé sans qu'il y ait vraiment de raison. Parce que là, pour le moment, l'entreprise se porte très bien, hein, niveau vente, niveau produit. Donc, est-ce que c'est plus, je pense dire que ça serait plus un effet de marché ou quelque chose? Ouais. Ok. Voilà, donc si j'avais attendu vraiment, ça s'est joué à 2 semaines, bon, je l'aurais acheté à un prix beaucoup plus intéressant. Mais bon. Bon. Il y a des nouvelles qui sont idiosyncratiques et parfois imprévisibles. Donc, ce type d'éléments, c'est dur de les estimer. Il faut parfois faire avec. Mais du coup, pour répondre à l'obstacle que tu rencontres de savoir quand acheter, quand vendre, le mieux, c'est de se créer des règles avec des objectifs d'achat et des objectifs de vente en termes de valorisation. Et donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir, on aura très prochainement dans la partie valorisation, parce que du coup, il y aura l'outil notamment qu'on a vu dans la masterclass Nazim, où on faisait cet outil de valorisation en prenant euh, les multiples à la fois historiques et les multiples des concurrents, pour permettre d'avoir un ordre d'idée sur la valorisation exacte de l'entreprise. Et c'est ce type d'objectif de prix qui va nous permettre de donner une indication sur à la fois l'achat, mais aussi sur la vente des entreprises. Donc ça, je pense qu'on pourra refaire la partie valorisation est en cours de développement. Donc dans les prochaines semaines, elle va sortir. Et donc on pourra refaire un atelier spécifique par rapport à ça, notamment Laurent. Je pense que ça répondra
à question que tu te poses, quand acheter, quand vendre, justement, avoir cet objectif de prix, ça permet d'avoir un ordre d'idée pour la vente d'une action. Cet objectif, c'est un élément. Et la deuxième chose aussi, je vous l'ai dit, c'est de ne jamais regarder le prix d'achat et au contraire, regarder aussi les opportunités qu'il peut y avoir, les opportunités qu'on peut trouver au sein de l'univers d'investissement. Donc, par exemple, quand on parle de Safran, je vais reprendre cet exemple. Effectivement, c'est une très belle entreprise avec, on l'a dit, un management de qualité, un avantage concurrentiel, mais elle est plutôt bien valorisée. Et donc, l'idée, c'est d'aller retrouver d'autres entreprises avec cette même qualité, mais qui vont avoir un prix, donc une marge de sécurité qui sera plus attractive. Et donc, il faut aussi penser en termes de comparaison, de coût d'opportunité par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs sur le marché, pas seulement à ce qu'on détient et quand on l'a acheté, finalement. Est-ce que c'est clair sur cette partie-là? Je ne sais pas si Nazim, tu as des questions. Non, ça va, c'est un peu plus clair. Ouais. De toute façon, on fera, je pense, un exemple très concret de valorisation en mettant justement un objectif de vente avec un portefeuille, peut-être le tien, si tu veux refaire sur cette concrètement pour le faire ensemble. Bien. Ça veut dire que même si on est sur une optique long terme, si on est sur une entreprise qui est trop valorisée, il faut penser quand même à... Bon, Ouais. peut-être pas, je dirais pas tout vendre, mais au moins réduire sa position, Exactement. En fait, aller chercher la performance ailleurs. exactement, c'est ça. En fait, c'est que c'est une entreprise qui va performer parce qu'elle a des qualités intrinsèques, mais s'il est trop valorisé, le gain finalement va être peut-être de 5-10%, alors que nous, quand on va chercher à booster sa performance de son portefeuille avec ses satellites, il faut chercher du 15-20% par an de gain, parce que le marché grimpe, on va dire, près de 9-10%. Donc, il faut que ces boosters représentent au moins 15-20% de croissance annuelle pour vraiment aider la performance. Et donc, là, le meilleur moyen de le faire, c'est par exemple dans la partie screener, justement, retrouver ces entreprises qui ont cette partie, justement, ces 5 éléments, dont à la fois l'avantage concurrentiel, mais aussi la partie attractive. Donc, par exemple, il y a Focus Home Interactive, c'est une entreprise que je ne connaissais pas du tout. Et moi, je suis rentré il n'y a pas très longtemps sur cette position parce que justement, c'est une entreprise sur les jeux vidéo que je ne connaissais pas, mais qui a ces 2 éléments et donc qui est justement aujourd'hui peut-être un meilleur investissement que Safran, qui a aussi de très bonne qualité, mais qui est trop valorisé par rapport à ses perspectives futures. Ok, très bien. Donc ça, c'est le premier point sur la partie stock picking et la partie market timing. Et le deuxième point dont on peut parler, c'est, on l'a vu aussi dans la masterclass, dans l'avant-dernier atelier, c'est que finalement, les entreprises qui surperforment sur le long terme ont ces 5 éléments, donc un management, une marge de sécurité, un avantage concurrentiel, un momentum et une méga tendance, mais il y a des cycles économiques et au sein de certains cycles économiques, il y a des entreprises qui vont plus ou moins performer. Et donc, je vais partager justement un fichier qu'on voit dans cet atelier de la masterclass. Est-ce que vous le voyez en face de moi? C'est une vague. Ouais. Alors, donc ça, c'est le cycle économique. C'est une explication des rotations sectorielles au sein d'un cycle économique. Donc, vous voyez que expansion, c'est quand le cycle économique est en expansion. Slowdown, c'est quand il est en baisse, en début de récession. Là, on est en récession économique, en contraction. Et recovery, c'est en reprise économique. Et finalement, qu'est-ce qui se passe au sein de ce cycle économique? Il y a des entreprises qui vont plus ou moins fonctionner et des secteurs qui vont plus ou moins fonctionner. Et donc, apparemment, il y a des styles, ce qu'on voit ensemble, qui vont plus ou moins fonctionner. Notamment, lorsqu'on parle overweight, ça veut dire surpondéré un style par rapport à un autre. Donc, par exemple, quand on est en période de slowdown, on va prendre l'exemple de l'année dernière, au mois de mars 2020, avril 2020.
Est-ce qu'il vaut mieux investir sur une entreprise comme Valorec, par exemple, qui est une entreprise pétrolière fortement exposée à la croissance mondiale, ou est-ce qu'il vaut mieux investir sur une entreprise comme LVMH ou comme Danone, qui sont sur des biens de consommation avec un potentiel encore présent lié à la consommation des ménages? Et bien, en fait, la réponse, je pense que vous l'avez, c'est qu'il vaut mieux investir sur les seconds. Donc, c'est des entreprises qui sont plutôt de qualité qu'on a ici, high quality. Donc, c'est des entreprises avec un avantage concurrentiel fort, par exemple, parce que c'est des entreprises qui ont les reins solides et qui vont pouvoir traverser la crise. Et donc, en bourse, ça va se ressentir. Et au contraire, il faut vendre des entreprises qui sont fortement endettées et qui sont fortement exposées aussi l'économie, donc tout ce qui est industriel, par exemple, tout ce qui est bancaire. Les bancaires, vous l'avez vu, l'année dernière, ont fortement chuté parce qu'elles sont beaucoup plus exposées à la récession économique. Au contraire, en période de recovery ici, il faut plutôt aller sur des actions qui sont de moins bonne qualité. Pourquoi? Parce que dans la mesure où elles sont de moins bonne qualité, elles ont parfois plus endettées et elles ont un levier opérationnel qui est plus important. Quand on parle de levier opérationnel, c'est qu'une entreprise qui, par exemple, a 100 € de chiffre d'affaires et a 70 € de dépenses fixes, dès qu'on passe de 100 à 110 €, la marge opérationnelle, j'ai un problème de connexion, la marge opérationnelle va monter, donc on passe de 30 à 40 €, donc on va monter directement avec un gain important par rapport à des entreprises qui sont avec peu de levier. Et donc, c'est pour ça que dans une période de recovery, de renouveau économique, des entreprises qui sont endettées, qui sont de bonne qualité, surperforment un peu plus. Et donc, là, on va un petit peu plus loin dans l'investissement. Et quand on applique ces éléments, ça veut dire que, par exemple, en ce moment, moi, ce que j'ai pu faire, c'est que j'ai, par exemple, depuis quelques mois, réinvesti plus sur des entreprises, par exemple, exposées au retail, notamment américains, comme des entreprises comme Wayfair ou comme Burlington Stores, ou même des entreprises comme la Fnac, par exemple, en France. Pourquoi? Ce n'est pas des entreprises qui ont ces 5M parce qu'elles n'ont pas un avantage concurrentiel qui est élevé, ils n'ont pas une qualité qui est importante. Mais en fait, on est dans une phase de reprise économique. Et donc, ces entreprises peuvent surperformer sur des périodes un peu plus courtes, de 3 à 6 mois, voire à 12 mois, en fonction du cycle économique. Et donc, c'est ce que tu as commencé à faire. Nouveau partage. C'est ce que tu as commencé à faire, je pense, Nazim, en regardant notamment MDC Holdings, qui est une boîte qui est sur la construction américaine, ou une entreprise comme Volvo, par exemple, qui ne sont pas des entreprises qui vont forcément avoir une très bonne note parce qu'ils ne vont pas cocher toutes ces cases, mais sur des périodes spécifiques, on pouvoir avoir des bonnes performances. Donc là, on va un peu plus loin dans la méthodologie, mais c'est des éléments qui finalement peuvent aussi booster la performance si on veut aller sur une période de temps qui est plus courte. Question là, quand tu parles donc, par exemple, là, de réinvestir par exemple sur des dossiers qui sont, on va dire, qui ont moins de moat, mais qui peuvent accélérer sur de la recovery. Ouais. Tu prends l'exemple par exemple de Fnac. Là, on est dans une phase où effectivement en France, on s'apprête à progressivement déconfiner et puis réouvrir les grandes surfaces, dont les Fnac. Ouais. Est-ce que se dire, tiens, là, je veux rentrer en gros maintenant, à l'approche des réouvertures, est-ce qu'il faut se dire que le prix qu'on a aujourd'hui sur le titre Fnac, est-ce qu'il n'est pas déjà pricé par rapport à cette potentielle réouverture? Parce que ça n'a pas déjà été pricé 6 mois à l'avance, en fait. Tu vois que là, je vais partager mon écran sur Fnac. Alors, tu vois en fait que ce type de mouvement, ça a un très très fort momentum, donc une très très forte tendance boursière. Et donc, en amont, on fait comme d'habitude, je fais comme d'habitude une valorisation de l'entreprise pour estimer la valeur réelle de l'entreprise. Et effectivement, si c'est déjà pricé dans le cours, faut éviter d'y aller. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a vraiment des rotations qui sont fortes
et que ces rotations peuvent durer longtemps et qu'on peut en profiter. Donc sur Fnac, tu vois qu'en fait, il y a depuis, donc on a touché le point bas l'année dernière, voilà, 16-18 mars, et depuis, on est sur une tendance haussière qui a continué depuis même l'annonce des premiers vaccins au mois de novembre, et que ce momentum, il est toujours présent, voire il s'est renforcé, alors que d'autres secteurs, cette tendance s'est plutôt stabilisée. Et donc, parfois, ça peut aller au-delà de la valorisation intrinsèque. Quand il y a des tendances qui sont fortes, c'est simplement des volumes qui sont plus importants, des personnes qui ne sont pas investies sur ce qu'on appelle souvent le secteur value, donc peu cher, qui vont vouloir rattraper ce retard, ou sur ces rotations sectorielles qui ne sont pas investies. Et donc, parfois, il y a des tendances qui peuvent durer plusieurs mois et dont il est possible de profiter avec ces rotations. Est-ce que ça répond à ta question? Après, il y a, Ouais. Tu avais une autre question, Hugo, ou c'est Philippe qui… ouais, c'était Philippe, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais. Je pense que pour la Fnac aussi, il y a un truc qui est intéressant depuis 2-3 ans. Ils essayent de copier un petit peu Amazon, où effectivement ils commencent à héberger de plus en plus d'autres vendeurs sur leur plateforme qu'ils ne faisaient pas forcément auparavant. Et je pense que ça, c'est en train aussi de les faire un petit peu renaître, parce qu'on avait tous dans la Fnac, dans l'idée, Fnac et Darty, ils vendent que leurs produits, et puis sur leur site, tu trouves que leurs produits. Et maintenant, quand tu fais une recherche sur leur site, tu trouves beaucoup d'autres marchands qui sont hébergés. Et je pense que ça les a aidés aussi à se maintenir pendant la crise. À mon avis, c'est peut-être un facteur qu'il faut prendre en compte. Ouais, c'est aussi un élément, et c'est aussi un point important, que les entreprises essayent de plus en plus d'enlever un maximum les coûts fixes de leur bilan pour variabiliser en fait leur compte de résultat, et dans des périodes comme l'année dernière, où finalement les coûts fixes tuent le business parce qu'il n'y a aucun chiffre d'affaires, ils vont pouvoir rebondir plus facilement, et cette flexibilité, c'est dans un monde moderne où tout bouge rapidement, de plus en plus valorisé. Et donc notamment Accor, par exemple, a effectué cette démarche depuis des années, où ils ont vendu beaucoup de leurs hôtels, de leurs propriétés, et ils sont passés vraiment de plus en plus, c'est là presque 90%, sur un business de licence, et ils ont presque plus de propriétés sur leur bilan, pour justement amener une flexibilité. Et donc Fnac se développe aussi en ce sens. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie du coup cycle économique et rotation sectorielle? Non? Parfait, ça veut dire que c'est clair. Laurent, Philippe? C'est très clair, comme d'habitude, c'est un plaisir. Rien à rajouter. Merci. J'avais une petite question. Ouais. En fait, il y a un truc qui n'est pas clair dans mon esprit, c'est comment concilier, on va dire, investissement long terme, type Warren Buffett, ou qui garde des positions, des fois Ouais. de vitam aeternam, et la méthodologie que tu viens de nous présenter, où des fois, par exemple, on va acheter des entreprises pour 6 mois, en sachant, par exemple, moi, l'idéal pour moi, c'est vraiment d'acheter des entreprises et de les garder sur 5-10 ans. Voilà. Comment concilier les deux, en fait? C'est ça qui, Ouais, j'ai du mal à… c'est une très bonne question. En fait, c'est simple. Il faut se dire que les entreprises qui surperforment sur le long terme, c'est les entreprises qui rassemblent les 5 critères dont on vient de parler, parce que justement, elles peuvent traverser les moments de crise grâce à ces 5 forces et ces 5 facteurs prédictifs de performance. Et donc, en investissant sur les entreprises, on les trouve, on investit dessus, on peut attendre pendant des années, parce qu'on a ces 5 éléments qui sont présents. Au contraire, s'il y a 2 voire 3 éléments qui sont vraiment manquants sur ces 5 éléments, notamment la partie avantage concurrentiel, ça ne va pas être de l'investissement sur long terme. Il faut considérer ça plus comme du trading court, moyen terme,
sur quelques mois, et il faut surveiller sa position. Et donc, l'élément dont on vient de parler sur le cycle économique, c'est justement cette partie-là, c'est-à-dire que si on veut aller booster la performance sur 3-6 mois, on peut aller essayer de voir sur des types de rotation sectorielle pour aller venir booster sa performance. Mais là, c'est plus du trading. Et donc, c'est vraiment une partie plus petite du portefeuille et ça dépend du profil de la personne. C'est-à-dire que si on a un petit peu de temps en plus à vouloir se dévouer pour son portefeuille, d'aller chercher justement ces entreprises avec aussi une analyse technique. On peut voir par exemple que Fnac a cassé certaines résistances et donc ça peut, avec du swing trading, permettre de booster la performance. Mais ça va dépendre vraiment du profil de la personne, du temps qu'on est prêt à allouer. Et c'est pour ça que j'en parle moins et ce n'est pas la partie la plus importante de la performance sur long terme. C'est plutôt la partie si on veut trouver des entreprises de qualité sur long terme. Tous ces éléments, ces 5 éléments dont on vient de parler, qui sont suffisants pour trouver des entreprises qui surperforment sur le long terme. Est-ce que c'est clair? C'est un peu plus clair. Mais on va juste prendre un exemple. Safran directement. Par exemple, Safran, bon, je pense que c'est une position qu'on peut garder sur du long terme, mais bon, ses avantages concurrentiels, la protégeant pour des années. Mais par exemple, aujourd'hui, l'action est chère. Donc, dans une optique long terme, est-ce qu'il vaudrait mieux vendre Safran pour aller acheter autre chose, peut-être de la Fnac et tout, ou se dire, bon, moi je suis investi sur le long terme, même si aujourd'hui elle est chère, tant pis, je garde mes positions, et enfin la croissance, en attendant de la croissance sur les prochaines années qui pourront éventuellement booster la performance boursière. C'est une très bonne question. La meilleure chose à faire quand tu as par exemple le score de Safran, justement on l'a vu. C'est une note qui est plus au-dessus de 7,5 à 6,4. Donc elle est plus dans notre buy list. Du coup, il faudrait vendre, je pense que c'est de vendre Safran et d'acheter d'autres entreprises qui ont à la fois un avantage concurrentiel durable, un management de qualité, participer à une méga tendance, un momentum et qui sont attractives d'un point de vue valorisation. Parce que ça, c'est une entreprise que tu vas pouvoir garder plus longtemps. Si après, tu veux booster ta performance sur quelque chose de plus risqué, sur du moyen terme, sur du court terme plutôt, comme la Fnac, c'est quelque chose qui est possible, mais ça va être du trading, c'est-à-dire que ta position, il faut la regarder presque tous les jours, toutes les semaines, c'est sûr, parce qu'il y a une rotation sectorielle qui peut se retourner assez rapidement. Donc, il faut valider ça avec une analyse technique qui va être plus poussée. Donc, c'est vraiment d'analyse à court terme qui va être plus poussée et qu'il va falloir surveiller. Alors qu'il est tout à fait possible de trouver une autre entreprise qui va avoir les 5 éléments et que tu vas pouvoir garder sur du moyen long terme. Ou alors après, il faut mettre un stop loss. Il faut bien calculer ton stop pour Darty si tu ne veux pas y passer trop de temps dessus. Oui, exactement. C'est beaucoup plus clair, merci beaucoup. De rien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Laurent, je sais que tu m'avais envoyé quelques questions par mail. Je me souviens plus en détail. En fait, la première chose que je me disais, il y a déjà quelques temps, en regardant le système de scoring, c'est vraiment assez fort de représenter finalement de quantifier pardon, les caractéristiques d'une société de cette manière-là. Est-ce qu'il ne serait pas idéal d'avoir un screener qui prenne aussi peut-être le management, le moat, la marge de sécurité et éventuellement un momentum qui prendrait en compte un momentum moins brillant, on va dire, signifiant que le titre est peut-être justement en train de faire une baisse temporaire dans son évolution. Dans sa tendance. Oui, on a parlé par mail, effectivement, ça fait sens, surtout quand on parle après d'optimisation de portefeuille, de se concentrer à la fois sur des entreprises qui ont justement cet avantage
concurrentiels et qui sont vraiment dans une bonne tendance. Et en fait, on peut vraiment faire un graphique avec la partie donc, MOT et la partie momentum, donc tendance boursière, et aller chercher les entreprises en priorité qui sont dans le bon cadran avec ces deux éléments cochés. Donc, c'est quelque chose sur lequel on va se pencher très prochainement. En fait, là, pour tout dire, on est vraiment sur la partie valorisation parce que c'est un onglet qui est peut-être le plus complexe de la toolbox à développer parce qu'il y a beaucoup d'éléments, parce qu'on valorise l'entreprise à la fois historiquement, donc sur les 5 dernières années, et comparativement à ses concurrents. Donc, on prend beaucoup de concurrents et on neutralise par rapport à son secteur. Et on est aussi en train de développer une partie par rapport aux dividendes pour avoir un scoring sur le risque que le dividende soit arrêté ou non, donc que l'entreprise puisse payer son dividende. Et donc, tous ces éléments sont sur la partie valorisation et ça nous prend déjà pas mal de temps, cette fonctionnalité. Et donc, dans les éléments qui viennent par la suite, les autres développements, ce dont tu parles en fera partie. Et justement, le travail sur la valorisation tel qu'il est présenté ici répondra en partie à cette question-là. Ouais. Et est-ce qu'éventuellement, là aussi, il y aurait peut-être moyen de screener sur des titres, définir peut-être, je sais pas, des quartiles et trouver les bonnes valeurs qui seraient dans leur premier quartile de valorisation par rapport justement à la concurrence? On a mis justement une échelle par percentile. On va pouvoir voir l'entreprise au sein de son secteur, donc dans quel décile ou même centile elle va être, et donc aussi historiquement par rapport aux 5 dernières années, de ce quel centile elle va être de cherté. Par contre, le screening, pour l'instant, ce ne sera pas pour tout de suite. On ne pourra pas exactement faire un screening par centile, mais une fois que la donnée, on aura la donnée, donc ce sera quelque chose qui pourra être développé assez facilement par la suite. Ce n'est pas pour la première version, mais ça pourra l'être par la suite. Très intéressant. Et sinon, lorsqu'on avait échangé il y a quelques jours aussi, je m'étais fait un petit peu l'avocat du diable et en regardant finalement les scores de certains pays, il apparaissait extrêmement clair qu'il fallait prendre des entreprises américaines. Quand je regardais le score supérieur à 8, je crois que sur le Benelux, il y en avait 2 ou 3 grands maximum. Aux États-Unis, il y en avait 70, je pense. Donc, quelque part, c'est un constat que j'avais pu faire grâce à votre travail et qui va un petit peu à l'encontre aussi de la diversification qu'il serait bon d'avoir. Comment se situer par rapport à ça? Ouais, c'est un très bon élément, mais finalement, qui vient valider quelque chose d'important, c'est la surperformance du marché américain sur le marché européen depuis des décennies. Donc le marché CAC 40, même le MSCI Europe, donc marché action depuis 20 ans, on est à entre 8 et 9% de performance, on est plutôt autour de 8 par an. Le marché américain est plus à plus de 10%. Et donc, ce n'est pas pour rien, c'est parce que finalement, des entreprises ont un meilleur business model et des meilleurs niveaux de croissance que des entreprises européennes. Donc, quand on regarde aussi la pondération, c'est important, sectorielle des pays. Il faut savoir que jusqu'en 2008, et je crois que ça l'est encore, hein, le secteur le plus important en Europe, c'est la finance. Et aujourd'hui, je crois que c'est encore peut-être le poids le plus important, on serait à 14%, 15%, il faut que je valide cette partie-là. Alors qu'à l'opposé, en Chine, le secteur le plus important, 25%, voire 30%, c'est l'IT, donc tout ce qui est système informatique, et l'évolution du Nasdaq. Donc, et quand tu regardes justement les entreprises qui ont une note supérieure à 8, il y a beaucoup d'entreprises qui sont sur les secteurs IT, parce que c'est des entreprises avec un niveau de croissance, une croissance exceptionnelle. On a plus de 20%, 30% par an de hausse du chiffre d'affaires, et qui ont des notes aussi en termes de management ou de mode qui sont très bonnes, parce que c'est des entreprises qui se positionnent aujourd'hui sur des marchés où il y a très peu de concurrents, ils sont très innovants. Des Tesla, des Square, sur la partie
Healthcare, il y a du Illumina, il y a du Guardant Health, tous ces noms qui finalement ne sont pas existants en Europe et qui expliquent cette différence. Et donc, c'est aussi pour cette raison que moi, je préfère investir sur le marché américain parce qu'il y a, il y a des business models et des entreprises qui sont beaucoup plus intéressants d'un point de vue performance, mais aussi d'un point de vue entreprise. C'est vraiment des très belles histoires avec des vrais produits, des produits et des services très intéressants. Et donc, effectivement, finalement, enfin, ces scores, c'est pas très surprenant qu'il y ait beaucoup plus d'entreprises américaines avec un score supérieur à 8 comparativement aux entreprises européennes. Par exemple, les entreprises bancaires n'ont pas une très bonne note parce qu'elles n'ont pas les éléments dont on vient de parler. Ok. Justement, concernant la rotation, personnellement, en fait, je vais bêtement sur Finviz. Je Ouais. regarde les différents secteurs américains sur une semaine, un mois, 3 mois, 6 mois. Je me fais ma petite idée à partir de ça. Est-ce qu'il y a probablement des outils plus pertinents pour définir quels sont les 2-3 secteurs phares du moment? Non, c'est effectivement le premier élément de faire une performance sur 3 mois, sur 6 mois et sur 12 mois. Et la deuxième chose, nous, qu'on utilise, c'est un indice macroéconomique. C'est-à-dire que sur l'élément que je viens de vous montrer, le cycle économique, finalement, c'est possible de créer, c'est ce qu'on utilise, un indice macroéconomique qui suit la santé de l'économie. Et en fait, cet indice, on le suit dans le temps, son évolution. Et quand il est positif avec une tendance positive, par exemple, on est dans un boom économique. Au contraire, par exemple, quand il est négatif avec une tendance négative, on est dans une récession. Et on a ces 4 cadrans, en fait, comme ça. Et donc, c'est grâce à un indicateur macroéconomique qu'on peut suivre le cycle économique. Et si on suit le cycle économique, on peut suivre après les rotations sectorielles. Donc, ça, j'en avais déjà parlé, j'en ai un peu parlé pendant la masterclass. Ça sera un développement, pas pour tout de suite, hein, dans quelques mois aussi, d'avoir un indice macroéconomique pour suivre le rythme économique. Et donc, au sein de cet indicateur macroéconomique, bon, il y a plusieurs, on pourra faire un point là-dessus, il y a plusieurs indicateurs qui sont regardés. Il y a notamment l'indice OECD Lead Indicator, qui est un très bon indicateur de la tendance macroéconomique dans l'économie réelle. Il y a le PE, donc le PER ratio de l'indice MSCI World, qui donne vraiment un indice sur la cherté du marché action. Il y a aussi l'indice du taux américain 10 ans, qui permet aussi de déclencher des tendances sur le cycle économique, notamment la différence entre le taux 10 ans et le taux 3 ans, on peut en parler, mais ça donne aussi des tendances sur le cycle économique. Du coup, il y a beaucoup de facteurs comme ça qui peuvent être agrégés pour créer un indicateur macroéconomique pour donner cette tendance. Ouais, super, ça sera un bel outil aussi. Sinon, par rapport à... J'ai presque fini avec les questions, hein, je n'ai pas trop monopolisé. Concernant la question sur les ETF en début de séance, personnellement, j'ai souscrit un compte chez TradeStation qui, justement, se vante de permettre aux Européens d'investir sur des trackers US avec un compte titre tout à fait classique. Donc, ça peut peut-être intéresser certains d'entre vous. Et finalement, depuis quelques mois, je suis beaucoup les mouvements des portefeuilles ARK de Cathy Wood. Donc, on en a parlé, il y en avait justement un d'ailleurs dans le portefeuille. Et sur le site d'ARK, il est possible en fait d'avoir une newsletter tous les soirs avec tous les mouvements qu'ils ont fait dans la journée. Ce qui permet à ce moment-là de voir ce qui rentre et ce qui sort massivement. Je ne me suis pas encore fait une idée pour savoir si c'était vraiment de l'investissement ou plutôt du trading opportuniste, mais disons que ça peut peut-être aussi donner quelques pistes sur des entreprises à moat relativement relevées, j'imagine. Ouais, c'est vrai que ça peut être une source d'idées d'investissement. Donc, justement, je suis en train de regarder, je pense qu'on pourra aussi potentiellement l'ajouter ici aussi avec son portefeuille Katie pour avoir accès justement à ces lignes directement. D'accord. Ok. Parce que c'est pareil, elle doit publier son portefeuille
de manière obligatoire tous les trimestres. Donc, c'est quelque chose qu'on pourra aussi remonter dans la toolbox directement. Et D'accord. effectivement, c'est une bonne source d'idées d'investissement. Donc, quand un gérant est bon, il faut savoir l'écouter aussi. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et Cathy sur- Wood, sur- il ouais. y a pas mal de polémiques dessus. Parce qu'il y en a qui disent que c'est une génie, il y en a qui disent qu'elle a un peu de la chance, quoi. Parce qu'elle a massivement investi sur un secteur qui a C'est pas ça. mal explosé. Donc, je sais pas, c'est compliqué quand même. Ouais. Ouais, c'est sûr. Au XXIe siècle, de toute façon, il y a toujours des gens qui seront jaloux pour le futur. Donc, et du coup, Laurent, j'ai une question sur TradeStation. Je ne connaissais pas du tout en termes de frais. Ils sont comment et en termes de plateforme, ça se passe, enfin, c'est facile à utiliser, c'est bien fait. Oui, oui, c'est facile à utiliser. On s'y inscrit assez rapidement. D'accord. Les ordres de l'ordre de 2, 3, 4 K, bah, c'est 4 euros, je pense, la transaction. Ouais, c'est pas cher. Oui, c'est correct. Ça vaut pas Interactive Brokers, mais c'est déjà très très bien. Et ça offre le panel de tous les ETF US qu'on peut imaginer. Donc, on parlait des indices. Je crois que c'est un pilier quand même d'avoir l'un ou l'autre tracker d'indices US dans un portefeuille. Et on peut même se risquer dans des phases d'euphorie à des trackers doubles ou triples. Là, il faut évidemment parfois avoir le cœur bien accroché, mais ça peut faire parfois des performances aussi tout à fait impressionnantes. Ok. Sur le Nasdaq principalement, hein, je me risque moins sur des trackers biotech ou miniers où là, c'est parfois très très sport. Ouais, c'est vrai. Faut faire attention. Et j'ai vu que d'ailleurs, justement, des ETF avaient été lancés il y a peu des ETF sur l'argent et sur le cuivre, il me semble. Et donc, ça peut aussi être intéressant parce qu'au préalable, pour investir sur ce type d'actifs, il fallait soit avoir un achat direct, soit parier sur des entreprises productrices minières. Donc là, il y a justement certaines mines qui détiennent des entrepôts, qui ont déposé des entrepôts pour en créer pour les utiliser comme monnaie pour les ETF. Et donc, c'est quelque chose qui peut aussi être intéressant. Je ne me suis pas pensé sur le sujet en détail, mais c'est quelque chose qui se développe aussi récemment. Mhm. Ok. Donc, quand tu parlais de détenir de l'or, enfin, ou des matières précieuses en début de séance ici, via un ETF américain, pour toi, c'est Ouais, bien, quoi. Il ouais, ne faut pas ouais. forcément détenir. Ouais, c'est-à-dire que si après on veut vraiment être rassuré, il y a plusieurs types d'ETF. Il y a des ETF dérivés qui vont, à base de swap, donc de produits financiers, échanger la performance des produits qu'ils possèdent contre la performance de l'indice or. Et donc ça, c'est un peu plus risqué parce que c'est un swap, donc on ne détient pas l'actif en physique, et il peut y avoir un risque que la contrepartie fasse défaut. Et donc, il y a un risque un petit peu plus important. Donc, ça peut être plutôt rare, mais le risque existe. Alors qu'il y a des ETC, Exchange Traded Commodities, où là, en fait, l'entreprise qui émet, la société de gestion qui émet, détient vraiment l'or, ou une partie de l'or en tout cas, et donc c'est moins risqué qu'une partie ETF dérivée. Donc il y a ces deux éléments, mais en tout cas la partie ETC, c'est quelque chose qui est peu risqué, et on l'a vu l'année dernière où c'est des produits qui existent depuis des années déjà, et qui en période de crise sont bien tenus, il n'y a pas eu une décorrélation importante entre le prix réel et le prix de l'ETF. Par exemple, ce n'est pas du tout des produits comme le pétrole l'année dernière où on a vu une décorrélation du fait du marché du pétrole qui est complètement différent. Pour l'or, il n'y a pas ce type de choses parce qu'on a une détention justement sur ces ETF en ETC. Ok, ça va. Intéressant. Bien. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Rudy, Anthony, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a pu voir ou d'autres questions aussi de manière
de manière plus générale? Euh, Vas-y. Merci. Enfin, moi, j'avais une question point de vue, économique. Ouais. Ça concerne un petit peu l'endettement des États-Unis. Je me pose beaucoup la question, est-ce que à un moment, ça risque de poser problème, cette dette hallucinante, ou notamment du point de vue performance boursière, ou faut pas trop s'en inquiéter. Voilà. Effectivement, c'est un point important et on en parle assez peu, mais finalement, la solution ultime que vont utiliser les États pour rembourser la dette, ça va être l'inflation. Pourquoi? Parce que avec l'inflation, les prix des matières, enfin, le prix réel des biens vont monter tous les ans et donc ils vont devoir, la monnaie va valoir moins et donc ils vont pouvoir rembourser euh, moins que initialement. Et donc c'est pour ça que les pays qui ont été fortement endettés utilisent l'inflation. Donc, quand on parle par exemple de l'Allemagne dans les années 1920, qui devait rembourser la dette de guerre, il y a une inflation énorme de la monnaie allemande pour pouvoir rembourser les autres États. Et donc, c'est sûrement ce qui va se passer. C'est pour ça que depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois maintenant, les attentes d'inflation montent. Et donc, c'est aussi pour cette raison, la conséquence seconde, que le taux 10 ans américain, donc le taux d'État américain à 10 ans, quand on veut prêter à l'État américain sur 10 ans, il y a 6 mois, c'était en dessous de 1%, c'est-à-dire qu'on gagnait 1% par an, et aujourd'hui, on a 1,7%. Donc, bon, je montrerai peut-être un graphique une autre fois. Et donc, en fait, pourquoi ça a monté autant? C'est parce que justement, les attentes d'inflation montent et donc les taux américains montent. Et donc, le troisième effet, c'est que finalement, quand les taux montent, ça veut dire qu'il peut y avoir. En fait, nous, en tant qu'investisseurs, on peut prêter à l'État 1,7% au lieu d'avoir 1%. Et donc, on va vendre des actions qui peuvent être chères pour acheter des obligations qui vont apporter 1,7 voire 2% peut-être dans quelques mois. Et donc, ce qui va se passer, c'est la troisième conséquence, c'est que le marché action peut chuter un petit peu si il y a une inflation qui est liée à l'endettement qu'on a pu voir importante. Et donc, c'est quelque chose qu'on regarde, et notamment, en fait, tout ce qui est les actions qui sont chères, parce que justement, on peut investir sur de l'État américain à 1,7% sans risque, parce que c'est considéré sans risque. Au contraire, il peut y avoir des actions qui vont bénéficier d'une inflation positive. Donc, par exemple, tout ce qui est secteur de commodités, tout ce qui est secteur pétrolier, ce sont des secteurs qui, eux, bénéficient d'une inflation plus forte. Donc, c'est Merci. complexe, mais pour une question complexe. Non, non, J'aurais juste une petite question là, concernant les remontées des taux. Ouais. Du coup, on voit que ça va desservir un petit peu le marché action. Et est-ce que du coup, d'un autre côté, ça va servir au marché obligataire? Est-ce que ça va profiter par exemple aux ETF obligataires? Est-ce qu'on va avoir une remontée, une performance des ETF obligataires, ou non? Comment ça se passe au niveau des remontées des taux par rapport aux ETF obligataires? En fait, la remontée des taux, ce n'est pas quelque chose qui est positif pour les ETF obligataires, parce que ça veut dire que on parle d'une complexité qui est importante, mais c'est un effet de duration. C'est-à-dire que si les taux montent, ça veut dire que, comment le dire simplement, la duration, en fait, la duration d'une obligation, je ne sais pas si c'est un terme qui te parle, Anthony, en particulier. Pas du tout. Si, ça me parle. C'est l'échéance en fait. C'est l'échéance où le. En fait, Enfin, où le. En fait, une duration, par exemple, de 2, par exemple, ça veut dire que si le taux d'intérêt monte de 1%, le prix de l'obligation va baisser de 2%. Et ça, c'est lié au fait que si l'intérêt monte d'une obligation, le prix de l'obligation va baisser. Donc, quand les taux montent, ce n'est pas quelque chose de positif pour les Mhm. obligataires. Et au contraire, en fait,
quand on voit sur les 10 dernières années, en fait, les taux des banques centrales européennes et les taux d'intérêt ont fortement chuté, que ce soit la BCE ou la Fed. Et donc, ça, c'est quelque chose qui a fortement bénéficié au marché obligataire. Parce que quand la Fed achète massivement, ça veut dire que les taux justement directeurs baissent. Et donc, si les taux directeurs baissent, ça veut dire que les obligations sont moins risquées et donc que leur prix monte. Et c'est l'effet inverse quand Oui. que les intérêts des banques centrales. Alors, du coup, est-ce qu'il y a vraiment, étant donné que là, les taux sont au plus bas, est-ce qu'il y a vraiment un avantage à investir dans un ETF obligataire? Puisqu'au maximum, on peut avoir soit une stagnation des taux, vu qu'ils sont déjà au plus bas, soit une remontée des taux, et donc, du coup, une chute des obligations ou des ETF obligataires. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt d'investir au niveau de ces ETF obligataires, ou même au niveau d'une obligation, étant donné que elles sont déjà au plus haut? C'est une très bonne question. Là, du coup, on va très, très loin en détail dans ce sujet. Déjà, on n'est pas exactement au point bas parce que les taux ont déjà remonté sur les derniers mois. Hein. La Fed, on est passé de 1 à 1,5 à 1,7 même. Sur le 10 ans allemand, on est passé de moins 0,7 à moins 0,2 ou moins 0,3 actuellement. Donc, on n'est pas au point le plus bas. C'est le point important. Et le deuxième, c'est que sur le moyen long terme, de toute manière, le marché obligataire, ce n'est pas le marché qui apporte la plus forte performance. On est entre 2 et 4 %. Et étant donné effectivement le taux d'intérêt actuel qui est plutôt moins élevé qu'avant, mais dans un régime plutôt bas, on sera plutôt sur une tendance de 2 % par an actuellement, si on investit maintenant, je pense, sur le marché obligataire. Donc, ce n'est peut-être pas le meilleur moment, mais il faut aussi penser que le marché action commence à être relativement cher. Et donc, en comparatif, en cas de repli du marché, en cas de même une crise à nouveau, le marché obligataire va permettre de protéger quand même. Et donc, même si la performance à attendre sera peut-être que de 2 %, en cas de fort repli sur le marché, la capacité de cette classe d'actifs à protéger le portefeuille sera toujours présente. Donc ça, c'est aussi un élément à avoir en tête. Ok, merci. Mais effectivement, on ne sera pas sur des performances des dernières années qu'on a pu avoir sur le marché obligataire parce que le taux d'intérêt des banques centrales sont passés de 2 à 3 % à 0 %, voire 0,5 %. Donc, il y a cet effet structurel qui a aidé ce marché qui est moins présent aujourd'hui. Ok, super, merci, très bien. Avec plaisir. On a fait le tour des questions. Je ne sais pas si Nazim, tu as eu des conseils du coup sur cette optimisation de portefeuille. Si on retient ce qu'on a pu dire, je pense qu'on parlait notamment d'ajouter certains actifs, classes d'actifs un peu décorrélés du marché action, notamment or ou un petit peu de crypto-monnaie, et la partie obligataire au fur et à mesure. Dans la mesure où toi, tu es jeune, tu as un profil de risque plutôt inverse. Donc, c'est quelque chose que tu pourras développer avec le temps. Et sur la partie action, de faire cet exercice de valorisation. On pourra le refaire ensemble quand l'onglet valorisation sera développé pour se concentrer sur des entreprises qui ont à la fois les 4 éléments du 5M, mais qui ont aussi un prix attractif. Donc, par exemple, vendre potentiellement Safran pour des entreprises qui ont ces éléments et qui sont en plus attractifs. Non, c'était très clair. Il y a de bons conseils à appliquer, je pense. Parfait. Je vous remercie. Je ne sais pas si quelqu'un a une dernière question. Sinon. Parfait. Qu'on a été concis et clair. Je vous remercie à tous pour cet atelier et je vous souhaite une bonne soirée. Je mettrai les replays d'ici la fin de semaine sur le groupe et je vous dis peut-être à demain. Il y a le cours du soir si vous souhaitez y participer et sinon à un prochain atelier. Avec grand plaisir. Merci. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée à tous. Merci Alex. Merci. Au revoir. Salut.